Et si derrière une plaie qui stagne, il n'y avait pas qu'un problème de pansement, il y avait aussi un problème dans l'assiette. Trop souvent, la nutrition reste le grand angle mort du suivi des plaies, alors que le corps a besoin de carburant pour réparer. La cicatrisation est un processus biologiquement exigeant. Elle consomme de l'énergie et des nutriments à chaque étape. Or, selon une étude que nous avons menée, 66% des patients porteurs de plaies sont à risque de dénutrition ou dénutris, un facteur directement associé au délai de cicatrisation. Dans cet épisode, avec Antonin et Manon, on va rendre ce lien clair et surtout actionnable. Comment repérer un risque nutritionnel, quels sont les apports qui comptent vraiment et comment intégrer la nutrition dans la prise en charge quotidienne. Et surtout, on vous fera découvrir Cicalim, l'outil que Cicadom a mis en place pour suivre la nutrition de nos patients porteurs de plaies chroniques. Reste avec nous jusqu'au bout et tu repartiras avec des repères simples et des actions à mettre en place dès ta prochaine visite à domicile. Manon, Antonin, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes tous les deux diététiciens chez Cicadom, sur l'agence de Grenoble pour Antonin et sur l'agence de Grenoble et Chambéry pour Manon. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on attaque la discussion sur la cicatrisation aujourd'hui. Ce qui est intéressant, en fait, qu'on peut parler aujourd'hui, c'est commencer par le chiffre qu'on a parlé, 66%. Antonin, tu avais fait une étude pendant que tu étais alternant chez nous et tu avais regardé pas mal de nos patients. Je ne sais plus le nombre exact, mais on était largement au-dessus de ce que nous imposaient les statistiques pour pouvoir sortir un chiffre. Et tu avais fait une étude qui avait montré en fait, que nos patients en plaie chronique étaient quand même en grande majeure partie dénutris. Est-ce que tu peux en parler vite fait ? Oui. Alors, effectivement, quand je suis arrivé à Cicadom, dans un premier temps, j'ai réalisé une étude sur à peu près une trentaine de patients qu'on avait en plaie cicatrisation. Je me suis rapidement aperçu qu'il y avait environ 2 tiers des patients qui étaient soit à risque de dénutrition, soit déjà dénutris, d'après les critères officiels pour le dépistage de la dénutrition. Donc voilà, c'était le postulat de départ à mon arrivée. Ce que je vous propose, en fait, c'est que dans cette première partie, on commence à parler en fait de la nutrition, des bases un peu scientifiques. On va poser en fait les fondements pour que tout le monde puisse comprendre en fait ce que c'est que la nutrition et surtout la nutrition qu'on va adapter en fait à la prise en charge des plaies et de la cicatrisation. Les phases de cicatrisation, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques en fonction des phases quand on fait de la fibrine, quand on fait de bourgeonnement? Est-ce que pour vous, il y a des phases où en fait on doit faire attention aux mêmes choses tout le temps? Alors du coup, c'est une question que je m'étais posée pendant cette étude en début de projet. Et en fait, j'ai pas trouvé d'études pertinentes qui montraient qu'il y avait une différence des besoins nutritionnels selon la phase de cicatrisation. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des besoins accrus en énergie et en protéines, mais pas spécifiquement liés à la phase de cicatrisation. D'accord, donc là on n'a pas de chiffres, donc on utilise en fait les chiffres de la nutrition en général pour les patients en fait. Voilà, ouais. Ok. Les nutriments clés, parce que là tu as commencé à nous parler de protéines, de choses comme ça, c'est quoi les nutriments clés en fait qu'on va utiliser qu'on a besoin en fait en cicat? Alors nous déjà c'est des patients qui vont être souvent âgés, qui vont être à la maison, qui vont avoir une mobilité plutôt réduite. Du coup, il y a des nutriments, enfin des micronutriments clés à apporter, mais déjà le plus important c'est qu'ils mangent assez de calories, assez de protéines, parce qu'on sait que déjà ça c'est très compliqué à la maison, surtout pour des personnes qui vivent seules, qui peuvent pas se faire à manger. Donc on va déjà mettre l'accent sur les protéines et les calories, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de renouveler les cellules, de cicatriser. Et après, effectivement, on a toute une partie micronutriments qui va venir nous aider, notamment la vitamine C, qui va être précurseur du collagène, les acides gras oméga 3 aussi, le zinc. Voilà, on a plein de micronutriments auxquels on va faire attention, mais ça va vraiment être en deuxième intention. D'accord. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'on aille un peu plus loin dans tout ce qui est les nutriments, parce que là, vous avez parlé des protéines, vous avez parlé des vitamines. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses en fait qui sont intéressantes. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin en fait? La protéine, ça sert à quoi? Alors, la protéine, en fait, c'est ce qui va permettre le renouvellement cellulaire. Ouais. Alors déjà, chez le bien portant, ça sert au renouvellement cellulaire, toutes les cellules de la peau qui doivent se renouveler au quotidien. Mais dans le cadre d'une plaie, forcément, il y a un besoin accru pour refaire de la peau là où il manque de la peau, forcément. Ouais. Donc ce besoin en protéines, il est d'autant plus important dans le cadre des plaies cicatrisation. Et aussi le besoin en énergie, en kilocal, pour garantir que les protéines soient utilisées à des fins de renouvellement cellulaire et qu'elles partent pas juste pour le fonctionnement du corps, qu'elles soient gaspillées, entre guillemets.
D'accord. Il y a autre chose qui existe parce que tout à l'heure tu nous parlais de vitamine C par rapport à la synthèse du collagène. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas assez de vitamine C, on ne pourra pas synthétiser suffisamment de collagène. Et on sait que le collagène, c'est une protéine hyper importante dans la cicatrisation, ce qui va permettre que la plaie, elle se referme, de créer des nouveaux tissus. C'est ce qui fait que j'ai la police et que je mets du collagène pour éviter d'avoir des rides. C'est un autre sujet dont on pourra parler si tu veux. Il n'est Mais, pas dermato. non, et puis pour revenir moi, sur les protéines, c'est... moi, ce que j'explique souvent aux patients de manière très, très schématique, c'est faut le voir un petit peu comme des briques qui vont venir reconstruire les tissus. Donc, que ce soit les muscles pour les sportifs ou la peau dans le cadre des plaies. Mais souvent, on nous parle aussi d'autres choses. De plus en plus, vous en parliez l'autre jour aussi, je ne sais plus quand vous parlez des CNO, de l'arginine. Ça a quel intérêt? En fait, Maintenant, on a des CNO qui sont enrichis justement à ça. Et, ouais, donc en fait, l'arginine, c'est un acide aminé qui est d'autant plus sollicité pour cicatriser, d'où l'intérêt de consommer des compléments qui sont enrichis en arginine. Sachant que l'arginine, c'est un acide aminé qui est quand même présent dans l'alimentation, dans les protéines alimentaires habituelles. Et dans certaines crèmes en fait, qu'on utilise en fin de cicat, il y a du zinc. Est-ce qu'il y a l'intérêt d'en apporter plus quand on mange ou pas? Le zinc, c'est aussi un des micronutriments qui participe à la bonne cicatrisation. Après, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est d'abord les apports en énergie, en protéines. C'est vraiment le plus gros facteur de cicatrisation alimentaire. Mais le zinc, effectivement, a des rôles Pour le système immunitaire. enzymatiques aussi. Non. Dans le même genre de questions comme ça, on dit souvent en fait des crèmes, parce que moi je regarde plein de pubs et je suis fan des pubs, les oméga 3 pour la peau. C'est bon. Est-ce que du coup, je vais manger plus de sardines parce qu'il y a un intérêt d'avoir plus d'oméga 3 ou les sardines c'est juste bien parce que des protéines? Déjà, je deux. pense... Pardon, Non, les deux, c'est bien parce que c'est des super sources de protéines animales et aussi qui vont être des super sources d'oméga 3, notamment le PA, le DHA qu'on va retrouver dans les petits poissons gras notamment et qui vont permettre... Enfin, c'est des molécules qui vont créer des autres molécules qui vont être anti-inflammatoires, donc qui vont pouvoir venir calmer un petit peu l'inflammation. Et donc du coup, encore améliorer la cicat alors. Ouais. Sachant que c'est des acides gras essentiels qu'on ne peut pas synthétiser tout seul si on n'en a pas dans l'alimentation. Et ils sont vraiment importants, même pour le bien portant. Voilà, c'est important d'en avoir suffisamment dans l'alimentation. Une petite boîte de sardines une fois par semaine et... Exactement. Un poisson gras par semaine, c'est déjà pas mal. Pour tout le monde. Ça serait bien déjà. Ah ouais? Ouais, carrément. Putain, trop fort, j'adore ça les sardines. Après, je pense qu'il faut quand même dissocier l'application cutanée et les apports alimentaires parce que c'est vraiment pas la même chose. Et pour le coup, je pense pas qu'on puisse t'en dire plus sur l'application cutanée de l'oméga 3 du zinc. Comme c'est des trucs, en fait le but aussi, c'est aussi de débunker des trucs qu'on voit à la télé parce qu'on dit, on met des crèmes, il y a Lucette. Il y a des infirmières libérales qui mettent du Yalucet, qui est un produit qu'on utilise en cicat parce que ça enlève les rides. C'est faux, ça marche pas. Donc il y a aussi en fait des choses comme ça. Je connaissais pas. Moi non plus. Donc là, on a parlé, tu m'as dit calories et protéines. Concrètement, moi je suis à domicile. Comment je sais qu'il y a suffisamment de calories ou de protéines dans l'assiette? Ça, c'est tout le rôle du diététicien, justement, qui dans l'idéal, va à domicile et qui va venir faire une enquête alimentaire et puis définir les besoins du patient, les besoins nutritionnels du patient. Et ensuite, en fonction de l'enquête alimentaire, on va voir si le patient apporte assez d'énergie, sachant que, comme l'a très bien dit Antonin, les besoins en calories et en protéines sont extrêmement majorés par rapport à une personne, entre guillemets, un adulte qui n'est pas malade et qui n'est pas en phase de cicatrisation. On va être sur des besoins en protéines qui peuvent atteindre 1,5 g à 2,2 g de protéines par kilo de poids, sachant qu'un adulte bien portant, on est aux alentours de 1 g, aux alentours de 1 g, un peu plus si c'est quelqu'un qui fait du sport, mais on est aux alentours de 1 g, donc on peut facile être du simple au double. D'accord. En fait, dans mon assiette, les cours qu'on m'a dit, c'était moitié légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Est-ce que pour les personnes qui sont porteurs de plaies, il va falloir qu'à la maison, on change ces choses-là? Ou pas du tout? Alors déjà, ces repères-là, c'est les repères qu'on donne un petit peu à tout le monde, mais encore une fois, c'est adapté en fonction de l'activité physique et tout ça. Bon, ça, c'est des choses dont on pourra parler plus tard, mais
Mais en soi, l'idée, ça va être de pas forcément réduire la part de légumes. On peut se dire, hein, ça peut être facile de se dire, bon, bah, du coup, on va enlever les légumes pour mettre plus de viande, plus de poisson. Déjà, si la personne, elle mange sa portion de poisson, de viande, on sera déjà très content. Le but, c'est effectivement d'en rajouter, mais sur le même repas, ça sera compliqué parce que bah, le patient, il peut... Enfin, c'est des personnes qui peuvent avoir moins d'appétit parce que bah, elles sont plus âgées, etc. Ça va plutôt être d'enrichir l'alimentation naturellement, rajouter de la crème, de l'huile, du fromage. Ou alors même rajouter des collations, ce qu'on appelle faire du fractionnement. Donc rajouter des prises alimentaires dans la journée. Voilà, ça peut être un yaourt à 16h, ça peut être une part de gâteau. Ça Donc peut eux, ils être... ont le droit de grignoter. C'est pas du grignotage, c'est des collations. Mais dans l'idée, oui, moi c'est ce que je leur dis. Vous mangez ce que vous voulez, quand vous en avez envie. Si vous avez envie de manger du saucisson et du pâté à 10h du matin, allez-y quoi. Ok, pour les patients porteurs de plaies. Mais le problème, c'est que les Patient dénutri. Les patients dénutris, Mm. ouais. Mais le problème, en fait, c'est que les patients qui sont porteurs de plaies et dénutris, des fois, on a aussi des diabétiques. Mm. Et donc, du coup, comment on va gérer, en fait, au domicile? Pareil, hein, il faut des tips qui soient assez faciles à mettre en place. C'est comment, moi, je suis diabétique. Bah, déjà, dans l'ordre de prise en charge, la priorité, c'est toujours la dénutrition. Elle sera vraiment à considérer en priorité, même par rapport au diabète, sans l'oublier pour autant. Mais c'est vrai qu'un patient diabétique à la maison qui est dénutri, l'objectif sera déjà de rééquilibrer par rapport à ses besoins, ses apports énergétiques. Euh, et ce sera aussi, dans un deuxième temps, peut-être voir avec le médecin traitant ou le médecin hospitalier pour adapter le traitement en insuline. C'est vrai que ça demande, c'est une prise en charge peut-être un petit peu plus complexe qu'un patient qui n'a pas le diabète à la maison. Mais voilà. Mais du coup, vous adaptez aussi les besoins. Comment, encore une fois, hein, j'ai un patient qui est alité, qui a des escarres. Ce que je comprends, c'est qu'il a besoin d'augmenter ses calories parce qu'il a besoin de cicatriser. Mais d'un autre côté, il est alité, j'ai pas envie qu'il devienne obèse. Et toute la complexité est là, justement. Donc là, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire dans le sens où on va vraiment avoir besoin aussi d'un kiné qui va permettre de mobiliser le patient, même au lit, pour justement, parce qu'effectivement, on peut donner plus de calories, plus de protéines s'il n'y a pas de mouvement. Nous, notre but, c'est de créer du muscle. Et pour créer du muscle, il faut deux choses. Il faut un stimuli, donc bouger, et des apports qui sont équilibrés. Et pour ça, nous, si on amène juste le surplus calorique, le surplus en protéines, on va juste faire du gras, et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, il nous faut absolument du mouvement, donc du kiné. Donc pour ça, il faut une ordonnance de kiné ou de l'activité physique adaptée, mais ça aussi, c'est pas non plus simple à mettre en place. Donc déjà, si on a une ordre de kiné, on est très content. Parce que du coup, c'est pas des choses qui sont systématiques. C'est-à-dire que les soignants qui ont des patients porteurs de plaies et qui voient que les patients bougent pas, il faut impérativement qu'on les mette à bouger. S'ils sont alités, pour moi, oui. Et même s'ils sont pas alités. Parce qu'il y en a qui sont pas alités, mais qui sont dans un fauteuil. Regarde, on est affalé dans un canapé là et on va pas bouger ce matin. Nous, on peut bouger. Ouais. On a la possibilité de le faire. Mais justement, les patients qui ont un peu de difficulté, pareil, on fait du kiné ou pas? En fait, ce que tu dis là, en fait, pour simplifier, c'est faut bouger et faire du muscle. Pour faire du muscle, il faut bouger. Ok. Ça marche. C'est ça. Après, je pense qu'il y a deux volets. Il y a adapter l'activité physique en fonction du patient, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il veut faire aussi, mais aussi, du coup, adapter son alimentation à son activité physique actuelle. Et pour ça, pour revenir sur ta question, tu demandais comment on connaissait les besoins. En fait, c'est des calculs qu'on a appris relativement simples. C'est le métabolisme de base, donc ce qu'on dépense au repos pour maintenir le corps en vie. Et ce montant d'énergie, on va le multiplier au niveau d'activité physique, qu'on peut calculer aussi en s'entretenant avec le patient. Et puis, éventuellement, on va encore multiplier par un facteur d'hypercatabolisme si le patient a une pathologie particulière, par exemple une plaie qui cicatrise. D'accord. Et ça, c'est hyper facile quand on a des jets. Alors nous, on a de la chance de pouvoir, nos patients, ils peuvent en profiter. Maintenant, moi, on a aussi beaucoup de gens là qui nous écoutent qui sont soit infirmiers libéraux, soit même des patients. Comment est-ce qu'il y a des tips pour se dire, là, attention, il y a un risque de dénutrition chez mon papa, chez ma maman, chez mon patient. Comment ils peuvent le voir? Alors déjà, la dénutrition, elle a été revue là, par les nouveaux critères de l'HAS. Donc il y a toujours... maintenant, il nous faut deux critères. Un critère étiologique, donc ça peut être une pathologie sous-jacente, etc. Donc là, dans notre cas, pour la plaie, déjà, voilà, le fait que le patient ait une plaie, ça nous coche le critère étiologique. Ensuite, il faut un critère phénotypique, et donc ça va plutôt être sur la perte de poids en 1 mois ou en 6 mois. Donc en 1 mois, c'est quand on a perdu plus de 5% de son poids initial.
ou sinon plus de 10% sur 6 mois. Donc ça, c'est un calcul qui est plutôt simple à faire. On prend le poids de base, le poids actuel, on soustrait les deux, et ensuite on divise ce résultat par le poids initial, et on fait x 100, et ça nous donne le pourcentage. Donc voilà, donc déjà si on est au-dessus de ces chiffres-là, on coche le critère étiologique. On a l'IMC aussi en fonction de l'âge. On a aussi l'évaluation de la force musculaire, donc on peut mesurer avec un dynamomètre. Donc, Le petit truc qu'on serre dans la main là. tout à fait, nous c'est ce qu'on utilise avec Antonin chez nos patients. Après il y a aussi l'impédance-métrie. Ouais. Et il me semble aussi qu'il y a la vitesse de marche. Ouais. Mais qui est peut-être un peu plus compliqué à réaliser, notamment chez les patients qui sont alités. Typiquement, on ne peut pas le faire. Comme les peser, comme avoir un appareil qui... Tout à fait. Donc visuellement, il n'y a pas de truc qui dit attention, là, mon patient, il a un risque de problème nutritionnel. Alors visuellement, pas forcément. Après, ce que les soignants peuvent faire ou les proches avec les patients à domicile, c'est déjà avoir cette petite surveillance du poids éventuellement pour essayer de repérer un critère phénotypique. Les patients, ils le voient en fait. Enfin, nous, c'est... Encore hier, moi, j'ai un patient qui m'a dit je le vois là sur mon avant-bras, je peux faire le tour avec mes doigts, je sais que j'ai perdu du muscle. Les patients, ils le voient en général. Ils le voient dans leurs vêtements et puis dans leur... Ils sont fatigués. Quand on perd du muscle, on est fatigué. Les patients le sentent. Ok. Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus exposées à ces risques de dénutrition, ou à partir du moment où on a une plaie, quelqu'un qui a un escar ou quelqu'un qui a... Alors l'escar, c'est un peu particulier parce qu'en plus les gens ils vont être alités, donc des risques de sarcopénie, des choses comme ça. Mais est-ce que on va avoir la même façon de prendre en charge les gens ou pas? On n'a jamais la même façon de prendre en charge les gens. Ouais, mais dans le même... effectivement, les gens sont individuels, mais dans le même esprit. On va suivre des protocoles qui sont toujours les mêmes, ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont complètement différents entre un patient qui a un escar, un diabétique, une personne âgée, un patient qui a un cancer avec des tumeurs? Est-ce que ça va changer, ou en fait c'est toujours la même stratégie? Vas-y. Donc globalement, on va aller un peu quand même sur les mêmes recommandations. Après, on va les adapter en fonction du patient qu'on a en face de nous. Notamment pour les personnes diabétiques, comme on a parlé. Déjà, première chose à faire, c'est se mettre en lien avec le médecin qui gère le diabète, parce que effectivement, d'un point de vue alimentation, on peut faire plein de choses, mais comme l'a très bien dit Antonin, la première chose à traiter, c'est la dénutrition. Et du coup, pour ça, il faut que le traitement à l'insuline suive derrière. En fait, il faut que ça soit le traitement insulinique qui s'adapte. C'est ça, nos recommandations. C'est pas encore fait, tout le temps, rarement. On se bat un petit peu pour ça. Parce que, en fait, c'est pas à l'alimentation à s'adapter. Quand il y a un diabète et une pathologie associée, on a vraiment besoin du médecin traitant ou de l'endocrinologue pour qu'il adapte le traitement, parce que nous, effectivement, nos recommandations, ça va être d'augmenter les calories, d'augmenter les glucides, etc. Donc pour ça, il faut que le traitement suive. Donc là, on est d'accord. Donc les personnes âgées, les patients avec des porteurs de tumeurs ou de choses comme ça, on a donc du coup cette stratégie qui va être différenciante, ou après tous les autres, hormis les diabétiques, c'est la même stratégie? Après ce que disait Manon, c'est qu'effectivement... L'objectif initial, c'est quand même comprendre le besoin, calculer le besoin du patient et lui proposer une alimentation adéquate. Après, évidemment, on va s'adapter aux patients, mais c'est vrai que le point commun entre tous ces patients, c'est notre rôle, c'est avoir les besoins du patient et mettre en place une alimentation qui puisse y répondre. Après, effectivement, selon le patient, on va adapter des choses, et on ne traite pas de la même manière un patient qui a juste le diabète ou une tumeur, comme tu disais. Et le cas particulier de l'oncologie, c'est qu'on va s'adapter aussi aux effets secondaires des traitements, s'il y en a. Notamment avec certaines chimies, on peut avoir beaucoup de nausées, des vomissements, des troubles du transit. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut accompagner aussi d'un point de vue nutritionnel. Et puis voilà, comme l'a très bien dit Antonin, quand il y a une tumeur, et encore plus quand il y a des traitements, les besoins augmentent. Donc si on a une tumeur qui se développe, donc ça prend énormément d'énergie, et une chimio et une radiothérapie, ce qui va demander encore plus d'énergie au corps pour se défendre, parce que ça reste des agressions, plus une plaie, là on peut avoir des besoins nutritionnels qui vont... exploser. Ouais. Et donc du coup, justement, quand on arrive à des stratégies nutritionnelles par rapport à ce type de plaie, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, tu nous as parlé tout à l'heure d'alimentation enrichie.
Mm. Concrètement, pareil, des petits tips, on a dit quelques-uns, rajouter de la crème, rajouter de l'huile. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que justement, on s'en fiche du moment qu'on enrichit, on rajoute du sucre, on rajoute du... Ou alors on va aller viser plutôt certains produits. Je vais rajouter de la crème, je vais rajouter du fromage parce que c'est plutôt riche en protéines. Ou alors, ce qu'ils aiment, je leur donne à manger. Bah, en fait, on va chercher à aller répondre aux recommandations. Donc, les recommandations, ça va être 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids. Donc, peu importe par quel moyen on y arrive, il faut qu'on y arrive. D'accord. Donc, soit le patient arrive à manger suffisamment, soit là, on peut du coup voir avec le médecin traitant, médecin hospitalier en fonction, pour mettre en place d'autres stratégies nutritionnelles, comme les compléments nutritionnels oraux, comme la nutrition artificielle si besoin, pour justement aider le patient à combler ses besoins. Si c'est... Parce que des fois, les besoins sont tellement hauts que physiologiquement parlant, c'est très compliqué de les atteindre naturellement. Donc là, on a vu ce qui était ce qu'on enrichit. Et si demain, comme tu viens de nous expliquer, on n'arrive pas à l'enrichir assez, qu'est-ce qui existe d'autre comme solution? On entend parler des CNO, des compléments alimentaires oraux, Nutritionnel oraux. des compléments nutritionnels oraux. Et, il y en a plein. C'est d'emblée, il y a un ordre, il y a un ordre de décision, il y a un ordre de faire. On commence par ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Alors, effectivement, il y a une stratégie quand même. Les recommandations, elles nous expliquent que dans un premier temps, l'idée, c'est d'enrichir l'alimentation du patient ou de la fractionner. Si ça suffit pas à freiner la baisse de poids, enfin la perte de poids ou à stabiliser le poids, là, on peut partir sur les compléments nutritionnels oraux, toujours dans l'objectif d'atteindre les besoins du patient et donc de stabiliser le poids, ou en tout cas de freiner la perte de poids. Et puis, en dernier recours, entre guillemets, il y a la mise en place de la nutrition artificielle, donc nutrition entérale ou parentérale. Et donc ça, on aura des patients porteurs de plaies qui pourront arriver à des trucs aussi loin que la nutrition entérale et parentérale? Ou alors on va les réserver plutôt justement aux patients qui sont porteurs de cancer ou des choses comme ça, enfin porteurs. En France, on a la SFNCM qui a fait ce qu'on appelle l'arbre décisionnel de la dénutrition, qui permet de simplifier la prise en charge et de se mettre en accord aussi avec les médecins et tout le corps médical qui entoure le patient, pour nous dire justement l'indication des CNO, de la nutrition entérale, de la nutrition parentérale. Donc en fait, il faut suivre l'arbre décisionnel. Donc D'accord. si le patient porteur de plaie, Coche les cases. ouais, j'allais dire prend la branche, mais Ouais. de l'arbre qui lui indique la nutrition artificielle, c'est recommandé. Après, encore faut-il que le patient l'entende, que le médecin l'entende et qu'on puisse la mettre en place parce que ça se met en place à l'hôpital. D'accord. Donc ça nécessite une grosse prise en charge pluridisciplinaire et l'adhésion du patient. Qui n'est pas toujours présente. Antonin en Ouais. parlera mieux que moi, mais Ouais. Bah, c'est arrivé plusieurs fois du coup dans le cadre du projet dont tu as parlé au début, que ce soit tout à fait indiqué de mettre en place la nutrition entérale. Il y a même pour certains cas où on a eu l'accord du médecin traitant et d'un médecin hospitalier, donc tout le monde était prêt. Sauf que il y a aussi un élément très important, c'est l'accord du patient et ce que le patient veut. Ça reste quand même central dans la prise en charge. Et dans ces cas-là, dans ce cas-là particulièrement, le patient n'était pas d'accord, donc on n'a pas mis en place la nutrition entérale. On est resté sur des conseils d'enrichissement, de fractionnement et la mise en place de compléments nutritionnels oraux, du coup. Et il a cicatrisé? Alors, il a cicatrisé dans un premier temps, par contre, il est décédé peu de temps après. Donc, Ok. Voilà. Et c'est pas grave, hein. Coordination, diète, IDE, médecin, concrètement, qui fait quoi? Qui alerte, qui machin, qui s'en rend compte? Aussi bien que ce soit, on va surtout parler de la ville, je pense, là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la ville, c'est le patient. On va même parler des auxiliaires de vie, parce qu'il y a aussi des auxiliaires de vie. Donc, concrètement, si à un moment, on se rend compte de quelque chose, comment on organise? Facile quand il y a un prestat, hein, c'est... le prestat, il fait remonter, un prestat qui envoie ses diètes sur des problèmes de plaie, ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde, mais... Alors, de mon expérience, en tout cas, c'est souvent les soignants à la maison qui nous font remonter à nous, prestat, qui a peut-être un souci du point de vue nutritionnel. Et c'est dans ce contexte, du coup, qu'on peut intervenir, Manon ou moi, pour aller faire un bilan chez le patient, pour faire le point de ce qui se passe à la maison au niveau nutritionnel. Et du coup, en fonction, proposer une stratégie nutritionnelle si besoin.
L'infirmière libérale qui a Monsieur Dupont au milieu de la Creuse, qui a pas de prestat, qui le prend en charge, comment elle peut avoir accès à un jet? Ça existe? Est-ce qu'il y a des systèmes en fait qui peuvent réorienter vers l'hôpital ou Alors, pas que je sache particulièrement. Je Après, pense on peut imaginer des diététiciens libéraux éventuellement qui pourraient s'occuper de faire ça. Mm. Encore faut-il que Ouais. le patient C'est souhaite. pas remboursé par la sécurité c'est pas sociale, remboursé. donc Donc là, c'est forcément à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un problème de dénutrition, c'est orientation vers l'hôpital pour une prise en charge hospitalière. après je pense que ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il y aura, je pense, des HDJ. Enfin, il me semble que sur Grenoble, c'est en train de se construire là, un HDJ Play et du coup avec un diète qui est dispo. Donc, mais je pense que ça dépend vraiment du secteur géographique. Ok. Et puis, il y a quand même un gros travail de sensibilisation au niveau de l'État pour éduquer aussi pas les patients, pour éduquer la population pour ce genre de problématiques. On peut trouver sur Internet facilement des ressources qui donnent des conseils d'enrichissement, de fractionnement, etc. pour déjà qu'il y ait quelque chose à faire à la maison sans qu'il y ait forcément des soignants autour. Mais le paradoxe, c'est plus les gens sont éduqués et moins les gens sont pris en charge. Enfin, c'est ce qu'on discutait il y a quelques temps justement sur la chute des patients qui sont pris en charge en nutrition artificielle en ce moment. C'est pas qu'ils sont dénutris, c'est qu'en fait il y a quand même un abandon d'une partie en fait de la communauté de santé. Et ça, je parle de tout confondu, hein. Enfin, hormis vous qui vous battez au quotidien pour ça. Mais en fait, on se rend quand même compte que la nutrition aujourd'hui, c'est plus une priorité pour beaucoup de monde. J'ai pas envie de partir dans ce postulat-là, je trouve ça très négatif et j'ose espérer que ça. Ouais, mais c'est un fait. Aujourd'hui, quand on discute avec les labos, ils nous disent tous, c'est vrai, on a des Oui, chutes en tout fait à fait. de prescription. de prescription. Et donc, du coup, comment est-ce que vous avez une idée aujourd'hui pour dire, bah en fait, il faudrait qu'on accentue là-dessus Bah, sur le dépistage, toujours, mais pour ça, il faut qu'il y ait assez de temps diète dans les hôpitaux, et on sait que c'est encore pas du tout le cas dans la majeure partie des établissements. Du coup, les patients ne sont pas dépistés, et s'ils sont pas dépistés, ils sont pas non plus codés pour l'hôpital, donc il n'y a pas de mot dénutrition écrit dessus, et du coup, il n'y a pas de prise en charge associée, et les patients, ils sortent de l'hôpital dénutris. Et ils sont ensuite à la maison. Et nous, on les récupère avec leur plaie des mois plus tard. Promis, je voulais pas faire ça, mais ça tombe parfaitement pour passer à la suite. Nous, on s'en était rendu compte chez Cicadom, et c'est vrai que quand on avait discuté en fait de l'arrivée d'Antonin chez nous en alternant, j'avais dit, ok, par contre, on a un problème sur la lime, on s'en était rendu compte, on n'arrive pas à diagnostiquer, et tu l'as dit, on n'a pas les moyens en fait d'avoir un diète à chaque patient, c'est hyper compliqué. J'avais dit, en fait, il faut qu'on ait un outil facile pour faire du dépistage en masse. Et c'est un peu en fait Antonin ce que moi je t'avais confié comme mission quand tu étais venu en fait chez Cicadom. Donc moi en fait mon souhait à moi en tant que directeur d'un prestat, c'était, je me rendais compte qu'on avait des problématiques en fait de prise en charge de nos patients et des problématiques de cicat, et je m'étais dit il faut qu'on ait un truc, parce que on avait que Manon et Cynthia à l'époque, et en fait elle avait impossible en fait de voir tous nos patients, et surtout je voulais pas entre guillemets perdre du temps diète pour aller voir des patients qui n'en avaient pas besoin. Moi, je voulais en fait qu'on fasse un dépistage simple et qu'on puisse dire, bah voilà, en fait, on va mettre du temps là où il y a besoin. Comment tu as fait ça, en fait? Comment tu l'as créé? Comment tu as... Alors, déjà, pour commencer, quand donc tu m'as donné toutes ces informations, que pour toi, il y avait un souci au niveau des facteurs de cicatrisation en lien avec la nutrition, déjà, dans un premier temps, j'ai essayé de faire donc, la petite étude dont on a parlé tout à l'heure, pour avoir des données chiffrées de ce que tu m'expliquais. Il y a aussi eu un gros travail de passer du temps avec tous les acteurs de ce type de prise en charge pour voir ce qui était possible, voir ce que les différents acteurs pouvaient mettre en place ou pas. Et puis, du coup, composer avec ce que pouvaient apporter les infirmiers libéraux, les médecins traitants, les médecins hospitaliers éventuellement, pour améliorer l'état nutritionnel des patients, pour favoriser leur cicatrisation. Donc du coup, j'ai mis en place un outil pour dépister du coup la dénutrition chez les patients qu'on avait à Cicadom. Pour ça,
c'était important de composer avec le temps alloué au dépistage de la dénutrition. Et comme tu l'as dit, bon, je me perds là, je dis n'importe quoi. Je vais reprendre. Donc la difficulté, c'était de trouver du temps du coup pour dépister ces patients. Même moi, à temps plein sur cette mission, je ne pouvais pas forcément me rendre chez tous les patients pour dépister la dénutrition. Donc on a mis au point un outil que pouvaient utiliser des professionnels de santé qui n'étaient pas forcément spécialisés en nutrition. Par exemple, les infirmiers libéraux. Ça a évité le passage systématique d'un diététicien qu'on n'a pas forcément toujours sous la main. Qu'on n'a pas et qui coûte cher. En fait, il faut dans une réalité économique aussi, c'est que les hôpitaux, je pense qu'ils aimeraient bien aussi, comme nous, les prestats, avoir des jets à tous les patients. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas les moyens, en fait. Donc, il faut un truc qui soit simple. Pourquoi t'es pas d'accord ? Le fait de coter la dénutrition dans l'hôpital, il me semble que quand même ça rapporte de l'argent à l'hôpital. Ouais, mais est-ce que ça rapporte... D'ailleurs, j'ai connu des diètes qui avaient créé leur poste à l'hôpital en disant « Laissez-moi 6 mois, je dépiste des potentiels dénutrition et vous verrez que je vais vous faire gagner de l'argent. » Justement, en fait, le but, c'était de dépister la dénutrition. Et en fait, il fallait que ce soit noté. Donc, si jamais tu te rends compte que tu fais du dépistage de masse... alors, mauvais exemple, parce que là, on a vu que 66% des patients étaient dénutris. Donc, en fait, je me contredis tout seul. Mais à un moment, en fait, ce qui est compliqué à expliquer, et c'est un peu le problème de la santé en France, c'est que la prévention, elle n'est pas payée, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. On aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, le truc, il est là. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on avait besoin... En fait, aujourd'hui, on était obligé de travailler avec du temps de jet qu'on a disponible. Et qu'on voulait, en fait, optimiser ce temps de jet-là, en fait. Je pense que c'est vraiment, moi, dans ce sens-là, en fait, que je l'avais mis en place. Donc, du coup, cet outil, t'es arrivé à le créer. Donc, on l'a appelé Cicalim. Concrètement, comment ça fonctionne ? Donc, le principe de Cicalim, c'était en fait d'utiliser le premier contact de nos infirmiers coordinateurs chez Cicadom pour récolter un maximum de données nutritionnelles qui pourraient éventuellement permettre le dépistage de la dénutrition, sans que ce soit une contrainte de temps, parce qu'on a beaucoup de patients et ça prend du temps de poser toutes ces questions. Donc le but, c'était vraiment d'aller à l'essentiel et de renseigner les indicateurs nutritionnels qui nous intéressaient le plus pour dépister la dénutrition. Donc, comme on a expliqué, ça passe essentiellement par la recherche du critère phénotypique, donc à savoir une perte de poids, une perte de force de préhension avec le NGRIP, ou bien un IMC insuffisant par rapport au type de population dont fait partie le patient. Donc là, du coup, tu as créé la feuille qui, en fait, ils ont que des coches à cocher, c'est ça ? C'est ça. Ça prend pas plus de 5 minutes. Donc, c'est un petit questionnaire où notre infirmier, du coup, va renseigner le type de plaie. Donc, j'ai mis les principales plaies qu'on rencontre, donc les escarres, les ulcères, les plaies diabétiques ou autres, ça arrive aussi. L'étendue de la plaie, de manière assez schématisée, petite, moyenne ou grande. Ça peut éventuellement plus tard nous permettre de mieux comprendre les besoins du patient. La taille et le poids actuel du patient pour avoir son IMC. Parce qu'en fonction de son IMC, ça peut être un critère phénotypique pour dépister la dénutrition. Et du coup, ça calcule automatique, l'outil ? Parce que l'outil est informatique, c'est ça ? Alors, l'outil, dans un premier temps, je l'avais développé de manière physique pour faire des essais. Et oui, effectivement, maintenant, il est en ligne sur notre logiciel de gestion patient. C'est un questionnaire qu'on peut remplir en quelques clics, du coup, soit depuis le téléphone chez le patient, soit de retour au bureau sur le PC. Donc, une fois que l'infirmier l'a rempli, pour lui, c'est transparent. Il ne sait pas si c'est grave ou pas. Enfin, il le sait parce qu'il commence à avoir l'habitude de prendre des patients en charge. Donc, on essaye de leur faire comprendre quand c'est grave. Et concrètement, pour vous, ça fait quoi ? Alors, en fait, c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à l'automatiser. Donc, tous ces indicateurs, ils sont traités automatiquement par notre logiciel santé. Et en fonction, on a travaillé avec la plateforme qui s'occupe de ce logiciel à associer chaque perte de poids ou perte de force ou le niveau d'ingestat du patient à un score. Et en fait, en fonction du score final de ce questionnaire, ça va nous mettre dans 3 cases, potentiellement dans 3 cases, soit pas de risque de dénutrition. Donc là, il n'y aura pas de stratégie nutritionnelle particulière, il y aura juste une vigilance
éventuellement un nouveau questionnaire à la prochaine visite de l'infirmier de SICADOM. Il y a le diagnostic à risque de dénutrition, donc c'est-à-dire que le critère phénotypique n'est pas clairement établi, mais c'est quand même intéressant pour le patient d'avoir une vigilance nutritionnelle. Donc à minima, ça découlera sur un appel téléphonique pour faire un petit peu plus le point avec le patient. Et puis le dernier, c'est probablement dénutri. Donc là, on est presque sûr que le patient est dénutri parce que le critère phénotypique, du coup, est rempli. Alors, on va quand même, ça enclenche quand même la visite d'un diététicien pour vérifier tout ça à la maison. Mais du coup, voilà, l'objectif, c'est de proposer une stratégie nutritionnelle au patient pour essayer d'améliorer son état nutritionnel et donc favoriser la cicatrisation. Voilà. Et donc concrètement, là, aujourd'hui, chez nous, Ouais. comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement ou on est encore en phase où on le lance et on a encore quelques réticences ou pas du tout? Alors, du point de vue technique, il est totalement opérationnel. Après, ça met un petit peu de temps à entrer dans les habitudes des professionnels. Ouais, c'est quand même quelque chose de nouveau qu'on ajoute en plus dans le quotidien. C'est quand même un outil qui a l'air de convaincre quand même les infirmiers. Je pense que tout le monde voit l'intérêt de mettre en place cet outil pour le patient. Et puis au final, même pour les infirmiers, parce que ça peut aussi améliorer la prise en charge de manière globale. Pour cicatriser plus vite. Pour cicatriser plus vite, etc. Et puis c'est aussi un avantage du coup pour les prescripteurs qui ont intérêt aussi à avoir des patients qui cicatrisent rapidement. Ouais, tout à fait. Est-ce que le fait d'avoir cet outil qui a été ajouté dans notre façon en fait, de prendre en charge les patients, ça a entraîné des changements en fait, dans votre stratégie à vous? Plus de patients, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de patients ou pas? Alors du coup, effectivement, ce qu'on s'est rendu compte, et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que cet outil, on l'avait développé pour l'appeler cicatrisation, mais en fait, ça peut être un outil qui vient épauler le diététicien et plus globalement le prestataire pour dépister la dénutrition avec d'autres pathologies associées, que ce soit pour les tumeurs, d'autres pathologies que tu as citées, le diabète, etc. C'est vraiment un outil au final qu'on peut appliquer sur toutes les pathologies. Alors nous, on est spécialisé dans la psychiatrisation, c'est d'abord sur ces pathologies qu'on s'est orienté, mais effectivement, là, on se rend compte qu'on pourrait l'appliquer sur d'autres pathologies. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter, qu'on essaie de mettre en place, c'est pas encore fait, euh, mais ça pourrait éventuellement changer un petit peu nos pratiques à l'avenir. C'est un outil qu'on pourrait développer dans les services d'oncologie où ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas les équivalents temps plein suffisants pour faire du dépistage en masse et qu'on pourrait dire, voilà, on a un outil en fait, de développement qui permet de faire du dépistage en masse. C'est ce qu'on est en train de faire, ouais, tout à fait. On a déjà bien avancé justement sur l'adapter, modifier un peu les questions du recueil de données, parce que ça sera plus la taille de la plaie, mais la localisation de la tumeur. Et surtout, le traitement associé, chimio, radiothérapie, ça va être en fait, c'est des données qui vont venir modifier les besoins nutritionnels du patient. Et l'objectif, c'est que vous créez ce truc qui soit toujours avec un infirmier ou c'est un jour on ait une appli qu'on puisse dire aux patients tenez, répondez à ce questionnaire? Alors moi, je suis partisane de garder un contact humain, donc je vais te répondre de garder un contact humain et du coup de le faire par l'infirmier du prestataire. Pour côtoyer des patients tous les jours, c'est hyper important pour les patients, les visites qu'on leur rend à domicile et de prendre le temps de leur parler, de les écouter. Et encore une fois, ça reste en général des personnes âgées qui n'ont pas forcément accès à un smartphone ou à une tablette ou quoi. Donc, si on veut exclure personne, pour moi, on garde la personne qui se déplace à domicile. Et l'objectif, c'est que ça reste justement pour les prestats à domicile ou c'est qu'on imagine un jour se dire, cet outil, on le déplace à l'hôpital et qu'en fait, on puisse faire du dépistage de masse aussi à l'hôpital? Où on le met à disposition de tout le monde, en fait, de la SH qui va apporter le repas, de l'aide-soignante, de l'infirmier, Effectivement, si on se rend compte que l'outil il fonctionne bien et qu'il est bien compris et qu'il intéresse les soignants à l'hôpital ou ailleurs, c'est un outil qu'on peut totalement mettre en place. Ça nécessite juste un petit peu de formation, d'explication. Mais voilà, on a déjà commencé à en parler dans certains services. Il y a des services qui sont intéressés. À l'avenir, c'est quelque chose qui est envisageable, je pense, de mettre en place cet outil à l'hôpital ou chez d'autres professionnels de santé. Ouais.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la CICAT, la nutrition, qu'on n'a peut-être pas évoquées? Non, bon, après, moi, je rejoins Manon sur ce qu'elle a dit là il y a quelques minutes. La présence du soignant chez le patient, ça fait partie de la prise en charge. On n'est pas que des techniciens qui calculent et qui donnent des chiffres et des conseils à distance. Je pense aussi que ce genre d'outils automatisés, ça peut permettre aussi d'aider les soignants à gagner du temps et du coup améliorer la qualité des soins pour le patient également. Donc, je pense qu'on peut réussir à garder le côté humain chez le patient, mais gagner du temps et améliorer les pratiques avec ce type d'outils pour les soignants. Moi, ce type d'outil, pour moi, le vrai intérêt, c'est d'envoyer le diététicien là où il y a besoin du diététicien et d'arrêter en fait de faire du dépistage de masse, même si j'entends en fait que à l'hôpital, il y a cette cotation qui n'existe pas chez le Presta et que nous en fait, on est quand même en fait obligé en fait de faire du dépistage parce que nos patients, il faut qu'on les suive correctement, mais qu'on peut pas envoyer un jet à chaque et ça, je pense que c'est l'important en fait, c'est de dire plus on verra du monde et plus on arrivera à en détecter et plus on prendra en charge les gens correctement, plus on réduira les temps de CICAT en fait. Et du coup, d'où l'intérêt de profiter des temps déjà prévus où les soignants voient les patients pour renseigner quelques indicateurs qui nous permettent de savoir s'il faut aller voir le patient ou pas pour un suivi nutritionnel. Et super. D'autres choses? Non. Après, la conclusion, c'est que la dénutrition, c'est vraiment un facteur limitant dans le processus de cicatrisation et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça l'est de plus en plus. Alors nous, c'est notre cœur de métier, mais je sais que ça ne l'est pas forcément dans tous les établissements où c'est pas encore reconnu forcément en ville. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser et puis de mettre en place des choses pour que ça change, parce qu'on peut mettre n'importe quel pansement sur les plaies. Si ça ne suit pas derrière au niveau des apports, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué pour le patient. Mais en fait, je suis 100% d'accord avec toi. Et aujourd'hui, en fait, sur un ulcère, on ne se pose pas la question, on va mettre une compression parce que pas de compression, pas de cicatrisation. Sur un escar, on va lever justement ce qui nous gêne. Et en fait, pour tous ces patients-là, on devrait se dire, en fait, il faut qu'on soit hyper vigilant à la nutrition, en fait. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que tu as conclu et que du coup, j'ai rien à rajouter. Moi, juste dire à ceux qui ont besoin, si jamais vous souhaitez tester l'outil, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez sur notre site cicadom.fr, vous avez l'adresse de toutes nos agences et vous pouvez demander en fait à contacter. Le plus simple, c'est que si vous voulez parler à Antonin, vous allez sur l'agence de Grenoble et il sera ravi de vous faire une présentation de l'outil. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous abonner pour qu'on puisse continuer cette chaîne. Merci. Okay. Ce sera... Je sais pas comment finir.